de Français nous appelle à l'universel doit beaucoup aux étrangers qui choisissent la France comme terre de prospérité et de liberté, sont venus depuis des siècles enrichir notre culture, défendre notre sol et soutenir notre économie. La politique d'intégration, je ne sais pas quoi lire, n'est compris l'esprit. Voilà. N'est ni un acte de charité, ni un simple devoir. Elle est l'une des manières pour la France d'être fidèle à elle-même. Ouais. Donc ça rejoint pas mal ce que vous dites, en fait. Mais je pense en clair, il n'y a pas beaucoup d'épreuves morales dans l'histoire d'un peuple et d'une nation. Il y a des épreuves politiques, il y a des divergences politiques, il y a des moments électoraux, comme le chamboule tout récent, il y a des incertitudes politiques. Mais il y a des moments où, pour moi, l'essentiel est en jeu. C'est pour ça que je rendais hommage tout à l'heure au christianisme social, c'est-à-dire à des courants, et moi-même je ne suis pas croyant, hein, donc c'est pas un réflexe d'identification, c'est que je pense qu'il y a des moments où on a rendez-vous avec nous-mêmes. Et je pense sincèrement qu'au seuil du XXIe siècle, pour l'Europe, pour nos peuples en Europe et pour ici la France, cette question, et qui est pour moi désastreuse aujourd'hui, car le projet de loi en préparation pour mars, ce n'est pas un projet de politique migratoire, c'est un projet anti-migratoire. Un projet pour bloquer. Après, il y aura des arguties, il y aura des arguments, mais c'est d'abord bloquer, c'est d'abord la pédagogie du refus. C'est cette idée, c'est la misère du monde, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je le répète, c'est la dignité du monde qui frappe à notre porte. Pour le coup, c'est la gauche qu'on doit la misère du monde. Comment ? Pour le coup, c'est la gauche qu'on doit toutes les misères du monde. Oui, mais cette question, je redis sur cette formule, qui est une formule piège. Il suffit de voir ces jeunes qui arrivent. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent le respect du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, après la catastrophe européenne. Nous naissons libres et égaux en dignité et en droit. Par rapport à la déclaration française, le mot dignité a été rajouté avant. Le mot dignité a une notion en droit universel. Le mot dignité. Et je vous rappelle que cette déclaration de 1948 énonce qu'on a, par rapport au hasard malheureux parfois de la naissance, qu'on a le droit fondamental de quitter son pays de naissance et qu'on a le droit fondamental de choisir son pays de résidence. Ce sont des droits fondamentaux, ce ne sont pas des droits conditionnés, ce ne sont pas des droits qu'un bureau de préfecture peut gérer, ce sont des droits fondamentaux. Et des droits fondamentaux comme la liberté de la presse, comme la liberté de réunion, comme le droit de vote, eh bien, on les manipule avec précaution. Or, que faisons-nous depuis 30 ans que d'accumuler des lois de régression par rapport à cela. Au lieu de se dire, mais que ce mouvement d'humanité, encore une fois, on ne peut pas écouter Nicolas Hulot d'un côté et se dire il a raison sur la question climatique, repris par Emmanuel Macron, qui dit heureusement que nous sommes là face à Trump qui voudrait ne pas voir la catastrophe climatique et ne pas entendre le fait que, du coup, cette humanité va continuer à bouger et elle va venir vers nous. Et c'est normal, parce que chez nous, il fait mieux vivre. Chez nous, il y a la possibilité de trouver cette dignité. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure montrent combien c'est infinitésimal. Je vais vous en donner un autre. Selon les meilleurs spécialistes, François Gémen, d'autres, François Gémen, je vous recommande, je l'ai apporté, vous pouvez le trouver en ligne, un article totalement provocateur, j'y fais référence au bon sens du terme, hein, c'est donc un chercheur, c'est dans une revue des presses universitaires de France, ouvrir les frontières, une question de souveraineté. Il politise au meilleur sens du terme en explosant la vulgate classique, qu'elle soit européenne ou française, en disant là, le réalisme, c'est l'ouverture des frontières. Et c'est au rendez-vous de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, y compris de la construction d'une richesse. Vous savez, il y a eu dans ce débat politique, on n'écoute pas les chercheurs. L'INED, l'Institut national d'études démographiques en France, a fait une immense étude sur les générations de migrants et les enfants de migrants. Ça s'appelle Trajectoire et parcours. C'est sorti il y a 2 ans. C'est gros comme ça.
plus de 20 000 entretiens durant des heures entières, qualitatifs, quantitatifs. Mais l'intégration, ça marche. En revanche, et on en revient à l'imaginaire, toutes ces personnes disent « mais je suis français, je me sens français ». Mais, en revanche, d'autres ne veulent pas que je sois français. Alors moi, je vais vous donner un autre exemple. Et je terminais juste sur mon chiffre. Sur mon chiffre, moi, vous savez, ce que je rappelle, donc, dans un premier temps, face au drame syrien, il y a eu Mare Nostrum. L'Italie était au rendez-vous. Et il y avait, c'est notre mère commune, l'Europe, dans son a pris peur. Elle a pris peur, elle a été un peu lâche, un peu faible, et elle a dit, il faut arrêter Mare Nostrum. Et on va faire quoi? Frontex. C'est-à-dire, on fait une frontière, on bloque. D'où, pourquoi il y a des initiatives de la société civile pour aller sauver les gens. Je vous redis, depuis le début des années 2000, 40 000 morts. 40 000 morts noyés. Et aujourd'hui, on sait qu'il en mord plus sur le continent. L'Europe n'est pas du tout la première destination au monde des demandeurs de refuge, mais elle est devenue la plus meurtrière. Nos dispositions pour nous protéger l'ont rendue la plus meurtrière. Nous provoquons des morts par cette politique. Mais non seulement nous provoquons des morts, mais cette politique est, d'un point de vue très concret, totalement à courte vue. Estimation du coût de tous les dispositifs de contrôle, des centres où on met ces demandeurs, etc. Selon les variantes, 14, 16, disons 15 milliards. 15 milliards. Estimation de l'argent donné aux passeurs. Pour ceux qui veulent tout que coûte venir, 10 milliards. 10 milliards. 25 milliards. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 25 milliards? Qu'on ne fait pas. Et donc, il faut rentrer dans ces questions-là. Et il faut écouter l'expérience de la société et de comment elle agit. Mais vous vouliez me faire une objection. Non, mais c'était juste un truc qui m'avait marqué il y a quelques années. Que ma fille était en primaire encore, donc c'est très personnel comme histoire. Voilà, dans une école bien cotée à Strasbourg, peu importe, etc. Et je sais pas, comme des gamins, ils se disent toi tu viens d'où, etc. Et moi je suis né à Strasbourg, moi je suis né à Paris, peu importe, etc. Moi, je suis français, etc. Et tout le monde était français, il n'y avait pas d'exception, etc. Jusqu'au jour, il y a un gamin, donc pour petite histoire, il est d'origine, enfin ses parents sont d'origine turque, et lui répond je suis arabe. Alors déjà turc et arabe c'est un petit peu compliqué, mais en plus le gamin est né en France. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a aussi parfois ce côté miroir, c'est-à-dire à force d'avoir dit aux parents, aux grands-parents, etc., vous n'êtes pas français, vous êtes arabe, etc., ça ne veut rien dire, d'ailleurs arabe c'est pas une nationalité. Mais qu'au bout d'un moment, on a des gamins qui derrière se définissent comme étant arabes, qui vont se définir comme étant musulmans, mais qui ne vont pas se définir comme étant français. Et ça c'est notre propre échec quelque part, et c'est pour ça que je repensais à politique d'intégration. C'est largement documenté. Plus on bloque, plus on ne reconnaît pas, plus on se crispe sur tout ça depuis tant d'années, plus qu'est-ce qu'on crée. Et nous le voyons même dans des traductions terribles, violentes et totalitaires, par des jeunes qui choisissent des chemins de perdition. Eh bien, qu'est-ce qu'on crée? On crée cette pire réaction qui est celle du ressentiment. Donc, mais vous l'avez cité tout à l'heure, je vous rappelle juste, et les médias, nous en sommes comptables, quand il y a cette alternance politique sous la Ve République en 81, quand il y a cette marche qui est faite par les enfants de la deuxième génération. Le regroupement familial a eu lieu sous Giscard, ce sont les enfants qui, voilà, on est français. Ils font une marche, et ils font une marche avec joie et enthousiasme, et aidés par un pasteur et par un prêtre. Et ils font une marche pour dire quoi? C'est une marche? La dignité. Pour l'égalité, contre le racisme et pour l'égalité. L'égalité. Et comment on l'appelle dans le langage courant? La marche des beurs. Ils ne se sont jamais appelés comme ça. On leur a renvoyé un dia, mais c'est la marche des beurs. Non, c'était la marche pour l'égalité. C'est quoi le moteur d'une démocratie? L'égalité. De quoi on parle quand on parle des violences sexuelles faites aux femmes? De la question de l'égalité. Et de comment nous, hommes,
nous avons des millénaires d'inégalité de notre côté, qui amènent aussi à des comportements violents et inadmissibles. Qu'est-ce que c'est que notre Constitution depuis la catastrophe européenne? Nous naissons libres et égaux sans distinction d'origine, d'apparence, de croyance, et nous devrions ajouter évidemment de sexe, de genre. C'est le moteur d'une société. C'est ce qui nous a fait bouger socialement, c'est ce qui nous a fait bouger humainement. L'égalité, ça ne veut pas dire l'égalitarisme, on est tous pareils, on se ressemble tous, on a tous les mêmes salaires. C'est pas ça. Ça veut dire simplement, fondamentalement, nous naissons libres et égaux en droit. Donc nous avons le droit d'avoir des droits, nous avons le droit de demander des droits. Et c'est un moteur d'émancipation formidable. C'est ce qui permet, en clair, justement, d'échapper à l'assignation. Je te renvoie à ton origine, je te renvoie à ta religion, je te renvoie à ta couleur, je te renvoie, et du coup je me ferme si je suis renvoyé. À me dire, ah ben vous m'assignez, hein, voilà. Et vous avez peut-être vu ce film du grand écrivain qui a beaucoup vécu en France, du grand écrivain, figure qui était un peu un trait d'union entre Martin Luther King et Malcolm X, James Baldwin, hein, I am not your negro. Avec ce moment, il dit, mais il est où le noir là? Je ne suis pas ton noir. Et il renvoie à cela. Et c'est ça l'humanisme. C'est ça l'humanisme. Vous savez, je cite Frantz Fanon, qui a accompagné qui a été un soldat de la France libre, qui a menti sur son âge pour rejoindre la France libre, qui a été psychiatre, qui a été blessé pour remonter vers l'Alsace, et qui a ensuite épousé les émancipations du colonialisme, notamment en Algérie. Mais Fanon, dans son premier livre de psychiatre, Peau noire, masque blanc, sur les traumatismes de l'identité, le nègre blanc aussi, qui veut, voilà comment je m'intègre, j'en fais plus, je suis dans la demande d'assimilation, c'est que je ne sois plus moi. L'assimilation, je dis souvent, c'est un mot qui est un mot d'origine coloniale. Et nous, Bretons, on le sait, ça. Je dis, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Moi, j'ai grandi dans une histoire familiale où on m'expliquait ça, y compris par rapport à la langue bretonne, par rapport à la culture bretonne. On vous dit, vous n'avez pas le droit de parler votre langue, vous n'avez pas le droit, voilà, vous devez nous ressembler. L'assimilation, c'est toujours le groupe dominant qui dit, c'est moi la norme. Et les autres n'ont pas à dire. L'intégration, c'est autre chose, on a tous à s'intégrer pour vivre ensemble. Pourquoi je vous cite Fanon? Et c'est intéressant parce que c'est ça les causes communes de l'égalité. Si vous êtes au rendez-vous des solidarités avec des gens qui sont rejetés au nom de leur origine, de leur croyance, etc., vous pouvez en même temps faire passer à tout le monde le message de dire, on est bien d'accord, toute blessure faite à un individu, au nom de son origine, de son apparence, de sa croyance, de sa culture, de son sexe, de son genre, c'est une blessure faite à l'humanité. C'est-à-dire que tu te plains de la blessure que tu reçois, mais donc la blessure que tu reçois, tu t'en plains parce que c'est une blessure faite à l'humanité pour toi, mais donc n'oublie pas les autres. Et Fanon, dans le Peau noire, masque blanc, raconte cette scène. On est à la Martinique, Fort-de-France, mon pays de jeunesse, d'enfance, et il dit, notre professeur de philosophie nous disait toujours, une assemblée d'élèves antillais, hein, d'élèves, voilà. Et il leur dit, le professeur de philosophie, méfiez-vous quand vous entendez dire du mal d'un juif, méfiez-vous, car derrière tout antisémite, il y a un négrophobe. Et ça, c'est ce que j'appelle les causes communes de l'égalité, c'est cette pédagogie-là. Si on commence à rentrer dans l'idée, mon malheur, la concurrence des victimes, mon malheur est plus important que le tien, ma discrimination est plus importante que la tienne, ma blessure est plus importante que la tienne, on commence à construire une indifférence, et surtout une hiérarchie qui va devenir une guerre des mémoires, une guerre des victimes, une concurrence, une compétition. Et c'est de cela dont il faut sortir. Par le haut,
C'est pour ça que je dis que c'est une épreuve morale. Tout ça n'est ni de droite ni de gauche.